C'est un truc qui est de gueux, quoi, parce qu'ils s'en foutent. Enfin, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont inventé la fiscalité carbone et toutes ces conneries-là. Quasiment tous les pays européens, et même tous les pays du monde qui sont dépendants, prennent des mesures. Certains pays asiatiques, aujourd'hui, c'est les prix et le manque de pétrole. Ils ont mis des mesures drastiques, là, d'économie d'énergie. Ils ont fait beaucoup de télétravail pour libérer un jour en plus. Il n'y a que la France qui ne veut pas prendre de mesures. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça et vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance des millions de spectateurs sur Internet, puis nous sommes maintenant diffusés sur Free, Orange et pourquoi pas bientôt la TNT francilienne. Et tout ça ne peut se faire sans vous, citoyens et citoyennes, notre seule force c'est vous, alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Avec toi au programme cette semaine, la France est-elle menacée par un choc pétrolier ou pas ? Qui va payer ? C'est parti. Est-on menacé par un choc pétrolier ? Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a tiré la sonnette d'alarme mardi dernier devant la commission des finances, je le cite. Et si ce choc énergétique persiste au-delà de quelques semaines, la crise pourrait se diffuser plus largement à l'économie et être au fond d'une nature plus systémique. Puis, rétropédalage dès le lendemain, finalement, la France ne serait pas menacée par un choc pétrolier. Ce rétropédalage s'explique par le fait que le gouvernement navigue à vue, analyse France Info. En effet, le ministre de l'économie est allé à rebours du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui, lui, se montre finalement rassurant. Le Premier ministre qui, choc pétrolier ou pas, refuse l'idée d'un nouveau bouclier tarifaire. Les caisses seraient vides. Alors, qui va payer ? C'est toujours la même question. Thomas, alors, choc pétrolier ou pas, car là, le gouvernement se contredit, on ne comprend plus rien. Oui, on ne comprend plus rien. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que c'est pas très grave de dire qu'il y a finalement un choc pétrolier. En quoi c'est quelque chose de dramatique. Qu'il aille jusqu'à se dédire quelques heures après, ça montre quand même une grosse fébrilité du gouvernement face à n'importe quel type de crise qui pourrait arriver. Et ça, c'est pas du tout rassurant, moi, je trouve. Après, sur la définition du choc pétrolier, il n'y a pas de définition unanime, il n'y a pas de définition académique, mais il y a un certain nombre de critères qui peuvent dire que c'est un choc ou non. Le premier critère, c'est une augmentation très forte des prix du pétrole. Là, on l'a. 60% d'augmentation depuis le conflit, donc depuis une vingtaine de jours. C'est une augmentation brutale. Et là, on l'a également. En quelques jours, on a déjà fait une émission là-dessus. Le prix a monté très fortement. Et après, c'est la durée. Combien de temps les prix vont rester élevés ? Ça fait quand même 25 jours qu'ils sont là. Donc, c'est pas, je veux dire, les prix n'ont pas augmenté et baissé comme un mouvement de volatilité. Là, ça fait quand même 25 jours que c'est là. Donc, on peut quand même qualifier ça de choc. Et puis après, il y a d'autres aspects qui sont un peu dans la littérature académique sur les prix de l'énergie. Quand c'est un choc d'offre, c'est-à-dire un choc sur la production, c'est beaucoup plus durement ressenti que quand c'est un choc sur la demande, c'est-à-dire la demande qui augmenterait, qui ferait augmenter les prix. C'est le cas, là, aujourd'hui, c'est un choc de production. Et quand c'est un choc qui a lieu quand l'économie est déjà dans un cycle bas, ce qui est notre cas à nous, parce qu'on avait moins d'1% de croissance, et ben le choc est d'autant plus fort. Donc, tu vois, quand on prend tous ces éléments, qu'on les met bout à bout, on ne peut pas dire que ce n'est pas un choc. C'est un choc pétrolier, il ne faut pas avoir peur de le dire. Pourquoi le gouvernement a peur de son nom comme ça ? C'est ça, c'est dans l'imaginaire collectif, on se demande ce que c'est un peu un choc pétrolier. Normalement, quand il y a des crises, les gouvernements, ils essayent de ne pas utiliser des mots qui font peur. Là, depuis la Macronie, ils adorent dire on est au bord du gouffre, on se rappelle de François Bayrou, etc. Emmanuel Macron qui avait dit nous sommes en guerre, c'est quand même, voilà. Et là, on voit des mots comme choc pétrolier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Tu l'as un peu expliqué. Et surtout, est-ce que ça peut devenir systémique et se diffuser à toute l'économie, comme disait Roland Lescure, là ? Oui, alors ça... Il faut voir, les chocs dépendent de plein de choses, surtout un choc énergétique. Ça dépend de la structure de l'économie, est-ce qu'on a beaucoup d'industrie, est-ce que ça va toucher le consommateur, est-ce qu'il va y avoir un problème d'approvisionnement, c'est-à-dire on va manquer de pétrole, ou est-ce que ça va être juste une hausse des prix ? Nous concernant, c'est très clair. Aujourd'hui, on importe, on l'a déjà dit plusieurs fois, 1,6 million de barils de pétrole par jour. 99% de notre pétrole, on l'importe. Ce pétrole-là, il va dans 60% des cas à la consommation. Consommation de carburant que l'on met dans les voitures. Il va dans 20% des cas à l'industrie et dans 5% dans l'agriculture. Donc, c'est vraiment une question plutôt liée au consommateur. C'est-à-dire à l'infirmière, dont on parle beaucoup en ce moment, l'infirmière en profession libérale qui est en province et qui va faire beaucoup de voitures pour aller voir ses patients et qui, à la fin, va avoir une facture qui va augmenter. On est sur ce risque-là. Donc, on n'est pas sur un risque de manque de pétrole. Ça, c'est faux parce que le pétrole qu'on importe du Moyen-Orient chez nous, c'est 10%. Donc, on n'est pas sur un risque d'approvisionnement. Par contre, on est sur un risque d'augmentation des prix. Et nous le savons, ça va rogner le pouvoir d'achat des classes populaires. Et derrière, vous avez quand même, vous affectez le premier moteur, qui est la consommation, et vous générez de la colère sociale.
Le mouvement des Gilets jaunes, c'était dû à ça également, enfin à des taxations, mais à une hausse des prix des carburants. Donc du coup, le problème, c'est pas le choc en lui-même, c'est est-ce que l'État peut absorber ce choc, et surtout, est-ce qu'il a tout mis en place avant pour être fort, pour absorber quelconque choc extérieur, surtout quand, normalement, on est à la tête de l'État, on sait un petit peu les conjonctures, qu'elles soient géopolitiques, économiques, etc. Exactement. Normalement, le rôle d'un gouvernement et le rôle du déficit dans ces conditions est extrêmement important. C'est-à-dire que quand vous avez un choc extérieur, ce que nous avons eu en fait depuis 10-15 ans, nous n'avons que des chocs extérieurs. On n'arrête pas de nous dire, il faut le rappeler vraiment, on n'arrête pas de nous dire la crise va venir des finances publiques, la crise va venir des retraites, la crise va venir de je ne sais quoi. En réalité, toutes les crises viennent de l'extérieur. Là, c'est une crise purement géopolitique qui n'a rien à voir avec notre modèle social, qui n'a rien à voir avec le système de retraite qui a été mis en place par Trump et par Israël qui a déclenché cette guerre-là. Donc c'est une crise extérieure. Dans ce type de crise, on l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec l'inflation, il ne faut pas hésiter à creuser les déficits, c'est-à-dire à ce que l'État prenne le choc pour préserver le reste de la population. Or là, ce que nous dit finalement le gouvernement, c'est le reste de la population prendra le choc parce que l'État ne veut plus le prendre. C'est ça qu'il nous dit. Ce qui est faux. Enfin, techniquement, on peut le prendre parce que c'est pas en mettant quelques milliards comme ça, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est pas en mettant quelques milliards maintenant ou dans les jours qui viennent, que ça va créer un vrai problème systémique. Oui, à l'échelle d'un budget de l'État, c'est pas grand-chose. Voilà, exactement. Puis surtout, ne pas protéger, et on l'a déjà vu plein de fois, ne pas protéger les gens à court terme pour faire des économies, ça coûte finalement, au-delà du coût social évidemment, mais au final, à moyen et long terme, ça coûte encore plus à l'État de réparer le fait qu'il ne les a pas protégés dès le court terme. Exactement. Donc la vraie question qui se pose, c'est comment on les protège. Là, comment on les protège, comment on protège ce pouvoir d'achat. Il y a plusieurs pistes qui ont été avancées. Donc, il y a la piste du RN qui veut baisser les taxes très fortement. Oui, d'accord. Alors voilà, mais c'est des rentrées budgétaires en moins. C'est des recettes en moins, et donc après, on va nous parler de faire des économies, moins de dépenses, blablabla. Exactement. Et puis, en plus, même du point de vue du consommateur, c'est pas sûr qu'on le voit. Parce que tu retires 15 centimes de taxes ou 10 centimes de taxes et les prix continuent à augmenter. Finalement, tu perds beaucoup d'argent et le consommateur, il voit pas le truc, parce que ça a baissé d'un coup puis ça a augmenté de l'autre. Mais c'est pour pas s'attaquer aux entreprises. Exactement. Donc, tu as l'autre notion qui est plutôt défendue par la France Insoumise, qui consiste à bloquer les prix de l'essence. Alors, bloquer les prix de l'essence, c'est aussi bloquer les marges des distributeurs. C'est plus intéressant déjà parce que on fixe un prix dès le début. On le dit au consommateur, regardez, c'est le prix, il ne bougera pas. Donc le consommateur, il est averti tout de suite. On peut même lui dire l'effort que ça coûtera, etc. Et puis ensuite, il faut réunir les distributeurs d'essence. Et là, il ne faut pas le faire de n'importe comment parce que vous avez des distributeurs d'essence qui ont beaucoup d'argent. C'est le cas de Total qui va gagner énormément d'argent avec ses sectrices pétrolières parce qu'ils vendent du pétrole à des prix très élevés. Et vous avez des compagnies qui distribuent que de l'essence, mais qui ont de l'argent, comme Leclerc. Et là, il n'y a pas de souci, ils distribuent de l'essence, mais ils se rattraperont sur d'autres produits comme ils le font. Et puis après, vous avez les petits indépendants qui, eux, vivent que de ça, qui peuvent être impactés. Donc, il faut mettre tous les distributeurs et faire en sorte de fixer un prix qui puisse satisfaire tout le monde ou faire en sorte d'aider les indépendants qui sont très peu nombreux pour ne pas se retrouver dans la situation qu'on a aujourd'hui en Corse où tu as finalement les pompistes indépendants qui sont très fâchés contre Total et qui accusent Total d'avoir une distorsion de concurrence parce que Total bloque les prix en ce moment. Donc il faut faire ça et puis après on peut partager l'effort entre les compagnies, distributeurs et l'État. Tout ne reposerait pas sur l'État, mais on aurait un prix qui serait fixe pendant quelques mois et qui permettrait aux gens d'avoir de la visibilité. Ça ne peut pas durer à vitam aeternam, mais ça peut durer sur quelques mois pour que les gens aient de la visibilité. En plus, Sébastien Lecornu, lui, dit que les caisses sont vides, c'est toujours ça, déficit, dette, blablabla, et donc il n'y aura pas de grandes mesures de protection pour les Français. C'est ce qu'ils essaient de préparer l'opinion publique. Alors... ça va être assassin s'il n'y a rien qui protège les Français. Je pense que là, ils veulent assumer le rapport de force parce que pendant très longtemps, en fait, Emmanuel Macron, tout ce qui concernait les carburants et l'énergie, il faisait très attention. Parce que il n'avait pas vu venir le mouvement des Gilets jaunes. Enfin, il faut vraiment, on l'a souvent dit ici, la question des carburants, c'est une question qui ne va pas intéresser. Enfin, vous n'entendrez jamais le PS en parler parce qu'ils s'en foutent. Enfin, c'est-à-dire, les professionnels de la politique, technocrates sortis de grande école, les prix des carburants, c'est un truc qui est de gueux, quoi. Voilà, c'est la réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont inventé la fiscalité carbone et toutes ces conneries-là, parce qu'ils ne se rendaient pas compte que ça impactait très fortement des gens qui sont dépendants de la voiture. On l'a souvent dit ici. Donc, Macron n'a pas vu venir en 2018 en augmentant de quelques centimes sur la fiscalité des carburants avec cette taxe carbone, en lui donnant en plus un truc écologique en disant les gens vont accepter ces écolos. Il n'a pas vu venir le mouvement des Gilets jaunes. Depuis, il a hyper peur. Donc, il a fait les chèques carburants pendant la crise
en Ukraine. Il a fait des mesures tarifaires qui ont coûté quand même beaucoup d'argent, hein, qui ont coûté des milliards, des dizaines de milliards. Et là, ils ne veulent pas faire ça. Donc, ils veulent se reconfronter à la population. Mais je pense que ça ne pourra pas durer très longtemps parce que là, les gens, ils se disent qu'ils peuvent encore faire des efforts. Si ça s'inscrit sur le long terme, il faudra proposer des mesures, au moins pour les plus fragiles, quoi. Peut-être plus les cibler. Et puis, il faudra abandonner cette histoire de déficit. Mais honnêtement, qu'on soit à 5,5 ou 5,1, 5,2, qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Il y a une crise. Il faut... voilà, on dira à nos partenaires qu'on ne peut pas tenir l'engagement et il y aura pas très... Parce qu'il y a une crise et eux le comprendront parce qu'ils font la même chose. Et puis, j'aime bien le rappeler, mais rappelons aussi que la population française peut moins absorber ce choc frontalement parce qu'elle a été aussi appauvrie depuis la politique, pas que d'Emmanuel Macron, hein, François Hollande a fait le travail, Sarko avant aussi, hein, clairement, mais on a quand même une politique libérale, néolibérale mise en place qui appauvrit les populations, qui après peut moins absorber les chocs, qui après le gouvernement dit c'est pas de notre faute, alors que c'est clairement un résultat de leur politique, le fait que la population peut moins absorber les chocs. Ah bah bien sûr. Non mais, donc ils ne peuvent pas tomber des nues. C'est leur politique, la politique d'austérité. Complètement. La politique d'austérité sur les territoires qui a fait que justement il y a eu des investissements qui n'ont pas été faits, y compris dans les transports, et ça il faut le dire. Et puis après, surtout que les lois travail qui ont été mises en place par le Parti socialiste et par Macron, qui font qu'aujourd'hui le salarié est la variable d'ajustement dès que l'entreprise ou dès que l'activité ne va pas bien. Et c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'en ce moment, ça fait 2 ans que l'activité économique n'est pas au beau fixe. Et donc, que font les entreprises? Ils compressent les coûts, ils licencient, etc. Et donc, c'est le salarié la variable d'ajustement. Et là, en plus, on va lui rajouter, en plus de ça, donc avec les prix de l'immobilier qui ont augmenté, avec les dépenses contraintes qui ont augmenté, on va lui augmenter une dépense contrainte très importante qui est celle des carburants. Et rappelons-le, les carburants sont à un niveau quand même très, très élevé, malgré tout, avant même l'augmentation. Donc, je veux dire, pour des gens qui ont des salaires en dessous du salaire médian, vous prenez pratiquement tout ce qui reste en dépenses contraintes. Donc, c'est très compliqué. Donc, il faut que l'État réfléchisse. Nous sommes dans un pays où il y a des inégalités très fortes dans l'accès, dans l'utilisation de la voiture pour aller travailler. Donc, il faut, à un moment, faire en sorte que les plus fragiles ne soient pas trop impactés par cette crise énergétique. Justement, au final, qui c'est qui paye la crise énergétique? Vous allez avoir des gagnants et des perdants, comme l'inflation. Total, là, les multinationales du pétrole, dans le monde entier, là, gagnent énormément d'argent. Oui, comme la crise de Ukraine, quoi. Comme la crise en Ukraine. Donc là, Total va engranger énormément d'argent. Tous ceux qui vendent du pétrole engrangent énormément d'argent. Et puis après, in fine, vous allez avoir ceux qui dépendent beaucoup, comme un coût du pétrole, qui, eux, vont être impactés. Donc c'est les transporteurs, une partie des agriculteurs, et après le consommateur, majoritairement, qui lui va avoir une dépense contrainte qui augmente. Mais dans une crise, vous avez toujours des gagnants, des perdants. Là, les gagnants, c'est très clairement les multinationales du pétrole. Et les perdants, c'est le consommateur. Donc après, il y a plein de mesures qu'on peut mettre en place. Dans les années 60, notamment taxer les super profits ou ce genre de choses. Alors déjà, on peut taxer une partie super profits et les réaffecter justement pour aider les plus fragiles, pour leur offrir des chèques carburant aux plus fragiles, des chèques carburant qu'ils peuvent demander. Comme ça, voilà, ceux qui les demandent, ce sont ceux qui en ont vraiment besoin. Si le gouvernement va aller là-dessus, voilà, on peut faire ça, première des choses. Et puis après, on peut mettre en place des mesures d'économie d'énergie en demandant, par exemple, je sais pas moi, à certaines entreprises ou à certaines consommations de diminuer parce qu'elles sont jugées plus futiles. C'est ce qu'on a fait dans les années 70, c'est ce que font certains pays. Ce que font certains pays asiatiques aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils savent qu'eux, pour le coup, ils vont manquer de pétrole. Eux, c'est les prix et le manque de pétrole. Parce que nous, on ne dépend pas trop du Moyen-Orient, eux, c'est les deux. Ils ont mis des mesures drastiques là, d'économie d'énergie. Ils ont fait beaucoup de télétravail pour libérer un jour en plus. Par exemple, nous, si on met du télétravail un peu plus dans certaines professions, on libère une partie du pouvoir d'achat parce que les gens ne vont pas prendre leur voiture, etc. Mais après, il faut que le patronat aussi soit d'accord et joue le jeu. Donc, il faut penser un peu une vue d'ensemble qui permettrait et d'aider les plus fragiles et de faire en sorte que des gens aient moins à consommer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cette crise énergétique, tu l'as dit, elle touche évidemment pas que la France. Que décident les autres pays là? Alors l'Espagne l'Espagne a déjà mis 5 milliards
tranquille. Eux, ils ont baissé en partie les taxes. L'Espagne qui est de gauche. Voilà, ils ont baissé en partie les taxes. Ils ont fixé des prix un peu plus lisibles. Donc, ils ont fait quelque chose de... Ils ont réaffecté une partie des taxes à l'aide aux ménages les plus modestes. Donc, les gens font des mesures, là. Quasiment tous les pays européens, et même tous les pays du monde qui sont dépendants, prennent des mesures. Il n'y a que la France qui ne veut pas prendre de mesures. Donc là, la France se tient face à sa population en disant « je ne prends pas de mesures parce qu'on ne peut plus, parce que la dette, parce que le déficit, parce qu'on ne veut pas ». C'est une confrontation assez brutale. Je ne sais pas qu'est-ce qui va en sortir politiquement. Je ne sais pas si les Français vont encaisser le choc ou s'il va y avoir un mouvement un peu fort, type gilet jaune. On ne sait pas, mais là, il y a une volonté de dire « voilà, c'est vous qui subirez l'ajustement et ce n'est pas nous qui ferons des efforts ». Alors que dans tous les autres pays, y compris chez Meloni, y compris au Portugal et dans tous les autres pays, y compris dans des pays en développement, des pays pauvres qui ont d'autres contraintes beaucoup plus difficiles que les nôtres, des mesures sont prises pour faire en sorte que la population ait moins puisse passer le cap plus facilement. Même si on est un pays qui manifeste beaucoup, on est connu pour ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie des Français qui s'est habituée à se prendre les chocs et à dire faut que l'orage y passe et j'ai pas le temps d'aller manifester? Surtout qu'en plus, les conditions de manifestation sont de plus en plus difficiles. Quand même. La répression policière, judiciaire, administrative est très, très, très énervée. Oui, moi, je l'ai souvent dit ici, la capacité que les Français ont à encaisser, moi, m'impressionne. Il m'impressionne. Alors, on va dire les populations générales, peut-être en Europe, parce qu'ils ont pris beaucoup de coups, mais en France, quand même, on a subi un certain nombre de choses. Et après, on accuse tout le temps les populations de vivre au-dessus de leurs moyens, d'être trop gâtées, de ne pas vouloir faire d'efforts. Alors qu'en réalité, ils subissent quasiment tous les ajustements. Mais depuis 2008, les gens ne s'en cachent plus. Oui. Il n'y a que des chocs. Et puis après, c'est toujours la population qui s'ajuste pour que le choc passe. Et après, on accuse cette population d'avoir vécu au-dessus de ses moyens, alors qu'en fait, l'argent qui a été distribué était surtout pour aider les entreprises à passer le choc. Donc, c'est très difficile. Les gilets jaunes, c'était imprévisible. On ne pensait pas que quelques centimes sur le diesel ou le carburant allaient entraîner un mouvement comme ça. Donc, c'est très difficile de voir comment se génèrent les mouvements, mais il est vrai que la question des carburants est une question extrêmement inflammable. Voilà. Puis rappelons deux choses. Il y a une chose, c'est que les Gilets jaunes ont eu des conséquences énormes de leurs manifestations. Il y a les éborgnés aussi. Le média, mes collègues Lydia et Sarah avaient fait une enquête sur comment les outils de la CAF avaient été utilisés pour réprimer les Gilets jaunes plusieurs années plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une Gilet jaune qui a plus de CAF, mais en fait, c'était pour la réprimer d'avoir été une manifestante. Puis la deuxième chose, c'est que pendant que la population française, notamment les plus précaires, se sont pris tous les chocs, dans le même temps, on a vu la fortune des milliardaires ou des grandes entreprises se démultiplier. Ouais. Donc c'est aussi cette dichotomie qui a énormément choqué. Si tout le monde avait pris, on s'est dit il n'y a plus d'argent. Mais là, on a vu quand même que c'est pas un problème que l'argent a diminué, c'est un problème qu'il a été de plus en plus réparti dans les deux extrêmes, quoi. Exactement, de manière inégale. Et tu as raison de rappeler. Après, les Gilets jaunes, ne l'oublions jamais quand même, c'est que c'est vraiment le mouvement, c'est le seul mouvement, on va dire, qui a fait reculer Macron de cette manière-là. Avec peut-être le Covid, où il a dit, il a changé un peu de logiciel, il a quand même mis de l'argent, etc. Mais les Gilets jaunes, il pensait que tout allait bien, il était sur son année de réformateur, et d'un seul coup, il a dû stopper. Il a dû lâcher 10 milliards. C'est pas vraiment 10 milliards, mais il a lâché un petit peu. Et depuis ce jour-là, il a fait très, très attention au prix de l'énergie, qu'il a vu comme un thermomètre, vraiment, de la grande sociale. Quand on entend choc pétrolier, on entend aussi croissance. Selon l'INSEE, l'impact sur la croissance de la crise actuelle est de 0,3-0,4 points. Est-ce que c'est grave et qu'est-ce que ça veut dire concrètement En fait, chaque fois que les prix augmentent, vous avez un impact sur la consommation. Les gens vont moins consommer. Ils vont consommer le même niveau de carburant, mais ils vont le payer plus cher. Et vous avez un impact aussi sur les coûts de production d'un certain nombre de biens, soit qui sont importés, soit d'industries qui en dépendent. Ce qui fait qu'il y a un impact sur la croissance. Donc on avait une croissance, grosso modo, à 1%, un max. Voilà. Là, on en perdait un petit peu avec le budget, on l'avait dit. On en perdait, parce que c'est un budget plus ou moins austéritaire, donc il va peser un peu sur la croissance. Et là, on en perd encore si les prix continuent à rester hauts jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc ça fait à la fin qu'il nous reste très peu de croissance. S'il nous reste très peu de croissance, on va se retrouver dans la même situation que l'année dernière, c'est-à-dire que les gens vont dire, tiens, il y a eu moins de croissance que prévu, donc il y a moins de rentrée fiscale, donc on n'a pas assez réduit le déficit, donc il faut aller encore plus loin.
Voilà, alors que on saura que cette croissance que nous n'avons pas eue était à cause du budget, qui était un budget austéritaire, et à cause d'une crise extérieure. Et donc, il est parfaitement normal dans ces conditions d'avoir une croissance moins élevée que prévu. Mais on ira encore chercher des coupes sur la dépense publique et sur les services publics parce que les éditorialistes vous diront qu'on n'a pas fait assez d'efforts. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. Vous le savez, en pleine offensive de l'extrême droite, le média se bat pour défendre une information libre, indépendante, hors des mains des milliardaires et leur agenda politique. Et on avance des millions de spectateurs sur Internet. Puis nous sommes maintenant diffusés sur Free, Orange et pourquoi pas bientôt la TNT francilienne. Et tout ça ne peut se faire sans vous, citoyens et citoyennes. Notre seule force, c'est vous. Alors rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.